Bon, c'est qui joue demain? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait qui joue demain dans l'alignement du Canadien? Non. Pose des bonnes questions, là. Non, mais je suis peut-être un peu en avance, là, mais... Oui, t'es pas mal en avance. C'est qui saute son tour demain? Est-ce que tu demandes notre comment je pourrais dire, notre évaluation? Je veux effectivement... Tu vas avoir de la nouvelle... Non, c'est ça m'importe peu qui joue demain. OK. C'est une boutade. Un clin d'œil. Ouais, voilà. Une référence à quelque chose, à une situation passée. Ben, c'est Saint-Louis, Martin Saint-Louis. C'était quand? Avant hier? Non, avant... C'était Ben, en fait, jeudi matin. Jeudi matin. Ouais. Qui a snappé, il n'y a pas d'autre mot. Il a snappé quand on lui a demandé qui. Parce qu'apparemment, oui, mais. C'est dans le Larousse, le snappé. C'est juste à côté de Bourdon. C'est ça, Snappy Bourdon. C'est dans les deux. C'est dans les noms communs et dans les noms propres. Quand on lui a demandé, c'est quoi la chronologie? Eric Angels avait déjà posé la question plus tôt cette semaine, puis il pensait que c'était réglé, là, qu'on ne parlait plus de ça parce qu'on était en mode série. La situation, c'est que mardi. OK. Mardi, quelqu'un demande à Martin Saint-Louis, comme d'habitude, as-tu des changements à ta formation? Puis Martin, pour la deuxième fois de suite, dit, vous allez le voir ce soir. La première fois, ça n'avait pas suscité vraiment d'interrogation parce que de temps en temps, Saint-Louis le dit souvent parce qu'il y a des gars qui sont peut-être affaiblis par un virus, quoi que ce soit. Il y a des décisions qui sont prises à la période d'échauffement. Fait que la première fois, personne n'avait bronché, mais là, il répète, vous allez voir ça à la période vous allez voir ça ce soir. Alors, Eric Engels dit, pourquoi exactement tu t'en vas vers ça? T'sais? Et à ce moment-là, l'explication de Martin Saint-Louis de dire, on approche des séries éliminatoires et je sens le besoin de garder les choses, de cacher mon jeu. Alors, ça va être comme ça. Alors, voilà, tout le monde, c'est entendu. C'est dit en anglais. Exact. Oui, parce qu'Eric, il est un média anglophone. C'est bien ça. C'est parce que c'est ça, comme nous, on l'a francisé. je précise. Tu sais qu'il a rencontré Sarah Angèle. Il y a une photo sur le non! Il y a une photo qui existe de Eric avec Sarah Angèle. Ouais. Et elle existe. Entretient un peu de mystère. Elle existe. À l'intérieur de notre petit groupe, elle a circulé. D'accord. Bref, on arrive au match de jeudi matin. Première question, fais-tu des changements à ta formation? Et souvent, première question, de base, là. Un jour de match. Des fois. C'est pas rare. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas rare. Non, mais souvent, ça peut être. On peut attendre à la fin, tu sais, juste avant que ça. C'est vrai. By the way, c'est qui ton gardien ce soir? C'est ça, ça peut être. Bon, on confirme. Alors, le fait que ce soit la toute première question qui lui soit posée, Martin Saint-Louis n'a pas aimé ça. Parce que là, il croyait avoir expliqué sa position 2 jours plus tôt. Et là, j'ai un autre collègue qui renchérit, qui lui demande, moi, mais pourquoi? Mon meilleur. Exact. Alors, évidemment, c'est ce qui a mené Martin Saint-Louis à dit, Eric Engels n'est pas là, il va vous expliquer. Parce que Eric Engels, 2 jours plus tôt, avait posé la question pourquoi. Bref, dans un contexte où Martin Saint-Louis est déjà un peu, tu le sens, là, qui est un petit peu plus à fleur de peau, un petit peu plus tendu à ce temps-ci de l'année, c'est le genre d'échange dont il voudrait bien se passer. Fait que c'est pour ça qu'il a perdu patience. C'est une bonne chronologie. Ouais. Mais évidemment, ce qu'on a retenu, c'est que c'était bête. C'était bête et ça manquait un peu de... Ça manquait de bien des affaires. De diplomatie. Considérant que ça avait été expliqué en anglais il y a 2 jours, de toute façon, pas si puis même si c'est expliqué, t'as raison. C'est pas à lui de choisir les questions. Les gens peuvent poser des questions pareilles, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que moi, j'étais certain hier que les Blue Jackets allaient perdre ce match-là contre le Canadien. Parce qu'ils avaient publié leur alignement à midi. Et là, l'avantage au niveau de la réflexion, de la préparation de match était du côté du Canadien. C'est là que tu vois qu'ils connaissent rien. Columbus, ils connaissent rien. C'est là que tu le vois. Là. C'est amateur. Mais t'imagines-tu, si le Canadien avait pris ce risque-là de prévenir Columbus que Joe Veleno allait être dans l'alignement... Ça aurait tout changé. Écoute, on mettait 2 points, on risquait 2 points de classement là, dans une période cruciale de la saison. Mais écoute, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. Ça va. Je parlais de ça avec
avec le Gascounais hier sur les fameuses. Ça va bientôt, c'est un spin-off. Hein. Il va y avoir un autre balado. C'est un spin-off de celui-ci. Ça va être Gascounais et Marty sur la passerelle. C'est comme ça que ça va s'appeler. Mais j'ai l'impression des fois quand le niveau de compétitivité est extrêmement élevé, les enjeux sont grands pour ces gens, pour les gens qui sont dans l'équipe et tout ça. À un moment donné, j'ai l'impression que quand tu vis en vase clos, à un moment donné, tu te mets à dérailler sur des affaires qui sont complètement sans conséquences ou qui ne sont pas importantes. Tu perds contact un peu avec le bon sens. Avec la réalité, c'est ça. Comme tous les autres entraîneurs avant lui, je pense qu'il y a une usure médiatique chez Martin Saint-Louis en ce moment. Et le fait de se présenter devant les médias à chaque jour, des fois 2 fois par jour, il y a des journées où ça y tente moins. C'est ça. Puis il a été très, très imagé, très divertissant pendant longtemps. Il a mis beaucoup d'énergie. Il a mis beaucoup d'énergie dans ce point de presse. Cette année, il en fait un peu moins. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Mais écoute, faut pas. Non, mais c'était bête, là. Attends, non, mais oui, d'accord. Oui, c'était bête. So what? Honnêtement, moi, c'était bête. Regarde, là, à un moment donné, il faut avoir un peu la carapace un petit peu plus épaisse que ça, là. Ah, non, mais moi, je dis pas. Virer de bord, OK, mais on tourne la page puis on continue, là. Ah, mais moi, je dis ça pour lui, là. C'est lui qui a l'air bête, là. Moi, je pense pas qu'il s'en formalise. Honnêtement, là. Je suis convaincu de ça aussi. Je pense pas que les collègues ont perdu le sommeil à cause de ça. Mais. Ce qui m'amène à là où je voulais aller, c'est à savoir, c'est qui a l'air le plus bête entre nous trois, vous pensez? C'est qui est capable d'être le plus... ça se joue entre Martin et moi. Là. Le plus russe? Vous pensez ça pour vrai, mais vous êtes sûr que c'est... Non, vous vous trompez tellement. Je pense qu'on est tous capables. Sous cet air cabotin se cache une longue tradition familiale. Bête. Oh, oui. Ouais. Mon père a inventé l'air bête. OK. Il a inventé la rage au volant aussi, je le dis souvent. OK. Je dis ça à ma blonde quand elle trouve que je suis pas impatient. T'as rien vu. Je dis, mon père a inventé la rage au volant. Oui, c'est ça. Non, je viens d'une longue tradition. Honnêtement, je me prendrais pas contre moi si j'étais à votre place. Tu le caches bien? Oui, absolument. Parce que pour un gars bourru, des fois. Je pensais qu'à Milan, ça avait paru un peu. Non. J'ai pas eu des moments d'exaspération. Ouais. Quand on est fatigué, ça sort plus. Mais... Comme peut-être avec Martin je pense que c'est Saint-Louis ça. jeudi. Ouais. Sauf que tu peux aussi faire hey, j'ai été bête. Pas obligé de t'excuser, là, mais tu peux dire hey, j'étais bête un peu. C'était peut-être pas clair. Puis maintenant, ça l'est. Maintenant, ça l'est. Hein, que j'en voie pas un. J'en voie pas un. On l'appelle. Martin, c'est qui joue de même? OK. Bon, une bonne semaine ou un leurre? Dobby-dobby-dobby-doo. Et attends, ça c'est bête ça. Et à 3 points de la tête ou de l'exclusion, c'est tellement OK, épisode 496. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour, prestidigitateur. Oui, il est le prestidigitateur de l'information sportive. Ouais, voilà. Et restez là, en conclusion, on vous fait notre plus belle air bête. Je viens de dire, c'est un bon concept. Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Bonjour, Martin. Messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupable. Non, mais, tu sais, Lane, si tu serais une mouche sur le mur tous les jours, tu verrais qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, comment qu'il se prépare. Tu sais, moi, je suis pas surpris. Tu sais, si tu vraiment t'es dans l'environnement puis tu vois tout ce qu'il fait, puis il y a la passion et l'éthique de travail, c'est très rare que les gars de deuxième année qui ont cette passion-là puis l'éthique de travail, qui ont un sophomore jinx. Ouais, c'est très rare. Tu sais, là, moi, un gars qui a eu une laguine, là, puis explique-moi c'est quoi son éthique de travail et sa passion. Je suis pas mal sûr qu'elle n'est pas assez élevée. Ah, voilà, Martin Saint-Louis, d'humeur égale, qui répondait à une question sur Lane Hutson, qui, il faut on a moins insisté là-dessus, hein, mais il est bon. Il est bon, Lane. Attends, on va cocher là. OK, c'est fait. On fera Yvan tantôt. Ouais. Faites-moi penser. Mais tu sais, cela dit, hier, Martin Saint-Louis s'est fait poser une question. Je dis toujours Martin Saint-Louis parce qu'on... Il y a bien des Martins. Il y a trop de Martins. Mais
s'est fait poser une question sur le 70e point de Lane Hutson. Puis c'est devenu le 4e défenseur dans l'histoire de l'équipe à aller chercher ce plateau-là. Mais Lane n'avait pas connu un match. Pas une grosse semaine, même. C'est pas un gros que ça. Ben ouais. Mais c'est un jeune défenseur extraordinaire pareil. Là. C'est que même, c'est ça, dans une mauvaise passe, le mot est séquence, ça aussi, ça m'apparaît long. Un mauvais... Ben, c'est pas mauvais, c'est discret. Ouais, c'est pas mauvais, c'est ça. C'est moins épatant. Même dans ces circonstances-là, il devient, c'est ça, il bat des records, puis il devient... il accole son nom. C'est devenu la normalité. C'est quand même incroyable. C'est un peu ça. Parce que quoi, un peu à l'image, est-ce que c'est une image, ça, de peut-être, parce que c'est une bonne semaine, hein, les points sont là, il n'y a pas de progression au classement, mais il n'y a pas de régression. C'est toujours ça. Je disais, à 3 points de la tête, comme à 3 points d'exclusion, ça ressemble un peu à... Évidemment, c'est une caricature, mais ça ressemble un peu défendre à leur place, là, en ce moment. Défendre leur place. Avec un certain... C'est contre des équipes de haut niveau, avec un certain panache. Mais Martin, je lisais dans tes notes, quand on y regarde de plus près, les résultats sont là, mais ils pourraient ne pas être là. ça pourrait être autre chose. Ben, tu sais, on notait au début de la semaine que l'équipe s'était appliquée défensivement. Ces problèmes-là ont été abordés dans une réunion d'équipe. Ça préoccupait Martin Saint-Louis. Fait que quand on a commencé la semaine, on notait que l'équipe avait vraiment travaillé là-dessus et c'était mieux. Puis moi, je trouvais intéressante la semaine qui commençait parce que c'était un gros test au niveau, tu sais, les adversaires du Canadien, les Hurricanes, la Caroline, c'est l'équipe qui domine dans la Ligue nationale en possession de rondelles, en contrôle des tentatives de tir. Fait que quand tu essaies de te replacer défensivement ou que tu es dans le dernier droit de la saison, c'est un test intéressant de jouer contre eux pour voir où tu es rendu. Puis l'autre match, les Blue Jackets, une équipe qui roule à un rythme extraordinaire depuis que le changement d'entraîneur est survenu. J'invite nos auditeurs à lire le texte de Marc-Antoine, qui est très, très bon ce matin. Donc, c'est ça. Et le Canadien a remporté ces 2 matchs-là. Et si tu regardes les points au classement, tu te dis, bon, ben, tu sais, ils tiennent leur bout. Mais dans les 2 matchs, le Canadien était complètement surclassé en première période. Ça a été très, très, très difficile. Et tu regardes au total pour les 2 matchs. Le Canadien, mardi, contre les Hurricanes, a accordé 43 tirs. Les Hurricanes, c'est vrai. C'est ça, c'est une équipe de volume. C'est une équipe de volume, mais les chances de marquer, ça a été 14-11, malgré la différence de tir 43-19 en faveur des Hurricanes. 14-11, les chances de marquer. Victoire de 5-2, ils se sont débrouillés là-dedans, mais ils ont eu droit à une leçon de hockey en première période. Contre les Blue Jackets, les Blue Jackets ont totalement dominé cette rencontre-là. Ça a été 17-8 les chances de marquer. Les tirs, ça a été un peu le contraire. Les tirs, c'était assez équilibré, le 26-20. Et victoire de 2-1. Alors, tu regardes au total, pour ces 2 matchs-là, le Canadien a accordé 69 tirs, 31 chances de marquer. Il y a eu 3 buts de l'adversaire. Et le Canadien a obtenu 39 tirs, 19 chances de marquer seulement en 2 matchs. Ils ont marqué 7 buts. Alors, le Canadien est extrêmement opportuniste. Tu sais, c'est une mesure, c'est un signe que tu as du talent quand tu as peu de chance et que tu es capable de les convertir. Mais si tu regardes, si tu transposes ça dans une série, mettons 4-7, tu te dis, ça serait difficile. Mais, écoute, c'était des matchs importants. Le gardien fait partie de l'équipe. Dobech a connu une grosse semaine. Il a été très, très bon. Puis le gardien fait partie de l'équipe. Fait que, il sort de là. Je souligne à chaque fois, je pense, je ne sais pas combien on a fait de balado depuis le début de la saison, mais je dis toujours c'est la plus jeune équipe de la Ligue. Ça fait partie de l'apprentissage, mais en remportant ces matchs-là, il y a toujours quelque chose qui reste, il y a une leçon qui reste. Fait que c'est ça. Au niveau des points, fantastique, test réussi. Et là, tu vois qu'il y a encore, quand tu regardes, quand tu décortiques un peu, tu vois qu'il y a encore du travail à faire. Oui, mais en même temps, là, je veux dire, d'un côté, c'est vrai qu'il y a du travail à faire, mais sauf que c'est pas nécessairement des matchs où le Canadien était favori. À l'heure actuelle, les Hurricanes de Caroline, c'est une meilleure équipe que le Canadien. Ça fait des années que c'est une meilleure équipe que le Canadien. Alors qu'ils aient
c'est vrai que le Canadien a mal joué en première période contre les Hurricanes. Ça a été encore le cas hier contre les Blue Jackets. Ils cherchent leurs jambes. Ouais, ben... Quelqu'un a dit ça, le gardien nous garde dans le match le temps qu'on trouve nos jambes. Ouais, ben regarde... Nick Suzuki, mardi soir, a dit dans les 10 premières minutes, on jouait même pas au hockey. C'est dommage, parce que c'est ça qui est à l'horaire. Exact, c'est ça. Mais finalement, non, ils sont allés en excursion pédagogique. Non, mais... donc mais dominé en première période. Mais, non, mais mon point, c'est de dire que c'est pas parce que ils ont de la misère à supplanter leur adversaire qui joue nécessairement mal, parce que les Hurricanes, c'est une meilleure équipe qu'eux autres. Puis les Blue Jackets, c'est vrai qu'ils sont derrière au classement puis que c'est une équipe à peu près d'égale force que le Canadien. Mais à part les Sabres de Buffalo qui ont eu un revirement de situation historique cette année, la façon dont les Blue Jackets ont reviré la situation de bord à Columbus, c'est assez phénoménal. Depuis la venue en poste de l'entraîneur Rick Bowness, qui a dirigé son premier match le 13 janvier. Là, avant d'affronter le Canadien, ils avaient joué 26 matchs, ils avaient 3 défaites en temps réglementaire. Le Canadien leur a donné leur 4e défaite en temps réglementaire. Alors, quand tu as énormément de momentum comme ça, en fin de saison, je me dis, est-ce que ça va être difficile? Est-ce que quelqu'un va pouvoir percer leur ballon avant le début des séries? S'ils ils obtiennent une place en séries éliminatoires, puis l'argument vaut aussi pour les Sabres, peut-être que dans l'environnement des séries, ces deux équipes-là qui vont être arrivées là avec tellement de vent dans le dos, tout d'un coup, ça va se dégonfler dans un nouvel environnement, mais ça se peut très bien que leur momentum continue d'ici la fin de l'année, parce que c'est comme une roche qui déboule. À un moment donné, il y a une force qui se développe, puis on dirait que chaque victoire leur donne encore plus d'élan. Fait que c'était 2 adversaires très, très difficiles. Fait que c'est vrai qu'aux chances de marquer, au tir au but, ils se sont fait dominer. Je remets pas ça en question. Mais c'est pour ça qu'on disait que c'était un gros test. Ouais, mais compte tenu de deux formations excellentes. Compte tenu, c'est ça, de la qualité des adversaires, tu dis, OK, on prend les 2 points puis on continue, mais je trouve que en même temps, là où je vois le verre à moitié plein, c'est que contre les Blue Jackets, ça a été un match à bas pointage, puis là, on le voit là, depuis quelques semaines, le Canadien commence à être beaucoup plus capable, beaucoup plus à l'aise de gagner des matchs à bas pointage, de dire on n'a pas besoin de remporter des festivals offensifs pour pouvoir gagner nos matchs. Même si c'est 2-1, on doit protéger notre avance, puis on en a parlé beaucoup de leur difficulté à protéger une avance. Ça a été l'histoire d'une bonne partie de la saison. Mais là, ils sont au moins confiants de dire, OK, même si on joue du hockey un peu plus hermétique, un peu plus plate, on peut gagner ces matchs-là plus serrés parce que c'est davantage le type de hockey auquel on va être confronté en séries éliminatoires. Ça, on peut... est-ce qu'on peut le confirmer que depuis 2 semaines, mettons, ou peut-être un peu plus? Non, enfin, depuis 2 semaines... Depuis les 2 défaites contre la Californie. C'est ça, exactement. D'accord, les Hurricanes ont eu plus de chances de marquer. D'accord, les Blue Jackets ont eu plus de chances de marquer, mais c'est des chances de marquer que ces équipes-là se sont créées. Il y a eu moins de petits cadeaux, tout à fait. Ce qu'on avait vu, puis ce qu'il fallait absolument nettoyer. Là. Mais sauf dans les premières périodes de ces deux derniers matchs. Là. Exact. Puis, c'est ça, je soulignais l'affaire des difficultés des premières périodes tantôt, parce que ça soulève une question, je trouve, intéressante. Est-ce que le Canadien se fait dominer comme ça en première période, s'est fait dominer contre 2 bonnes équipes en première période parce que le travail de préparation en amont, en avant le match, avait été mieux fait par l'adversaire? Comment ça fait que les équipes adverses arrivent et sont capables de démonter le casse-tête comme ça? Ou est-ce que c'est parce que les joueurs ne sont pas prêts à commencer le match? Est-ce que c'est un problème d'auto-préparation? C'est juste une réflexion. Ça vaut la peine de parce que quand le Canadien est revenu en deuxième période dans ces matchs-là, il y avait des ajustements qui avaient été faits, puis là, ça jouait plus au hockey. Fait que c'est juste, ça m'est passé par la tête hier sur le passage. Devrait peut-être... Comment ça se fait que que l'inverse? C'était drôle parce qu'on voyait l'inverse plus tôt en saison. Le Canadien commençait quand même assez... C'était la deuxième période. C'était la deuxième période qui posait problème. Puis on se disait comment ça se fait que c'est toujours l'autre équipe qui apporte des ajustements en deuxième période, puis que le Canadien
n'est pas capable de poursuivre sur sa lancée. Puis là, on dirait qu'on est dans une séquence où c'est un peu l'inverse. Les débuts de match sont un peu plus lents, c'est chaotique, il y a des revirements, beaucoup de temps passé dans sa zone. Mm-hmm. Puis là, après ça, une fois qu'ils ont réussi à calmer la tempête, après 20 minutes, ils retournent au vestiaire, ils se regroupent, ils disent OK, là on se met à jouer au hockey. Puis à compter de la deuxième période, ça va mieux. T'sais. Puis même si, au niveau des chances de marquer, ça ne s'est pas beaucoup amélioré au fil du match contre les Blue Jackets, j'ai eu le sentiment que ils avaient quand même corrigé le tir en cours de route puis que ça avait cessé d'être inquiétant à partir de la deuxième période. Il était moins victime de ce qu'il donnait. Ou enfin, il était moins impliqué dans ce qu'il donnait. Cela dit, j'ai trouvé les Blue Jackets impressionnants. Tu vois que c'est une équipe qui a le momentum d'une longue série de succès. Là. Ils jouent avec confiance. Le premier trio était très impressionnant. Marchment avec Fantilli puis Marchenko. Puis hier, ça s'est joué pas sur pas grand-chose. Jet Graves a donné un mauvais but. Tu trouves que c'est un mauvais but? Le but donné à Struble, oui, c'est un mauvais but. OK. Parce que c'est Struble ou... Non, mais Struble était posté loin à l'extérieur du... Oui, mais il arrive quand même avec un peu de vitesse. De la ligne du cercle de mise au jeu. Là. Ce genre de but-là n'est pas supposé, en tout cas, à mon sens, d'être accordé. C'est pas considéré comme une chance de qualité, en tout cas, dans mon système. OK. Mais ça a été tout un match de hockey, honnêtement, et j'ai hâte de voir. J'ai compilé des petites statistiques pour compléter sur ce que Marc-Antoine disait tantôt. Est-ce que quelqu'un va réussir à péter la ballonne? Puis j'ai fait une compilation. Hier, je me suis amusé. J'ai regardé les équipes qui avaient connu les meilleures séquences depuis le début de l'ère du plafond salarial, les meilleures séquences dans les 25 derniers matchs de la saison. Tu sais, le bon vieux slogan qui dit « L'important, c'est d'atteindre ton pic de performance au bon moment ». Donc, les équipes qui ont remporté le plus de victoires dans les 25 derniers matchs de la saison depuis le début de l'ère du plafond salarial et les équipes qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires et qui en ont le moins remporté de victoires. Et toujours dans cette portion-là, des 25 derniers. Et donc, les équipes qui ont fini sur des séquences heureuses, il y en a sur les 35 équipes qui ont connu les meilleures fins de saison là, au cours des 20 dernières années, il y a 40% de ces équipes-là qui se sont rendues au 3e ou au 4e tour des séries. Dans le carré d'as ou en finale. 40%? Oui. Ah oui. C'est fou pareil, là, parce que si on regarde par définition, il y a 16 équipes en séries éliminatoires, il y en a juste 4 qui entrent dans le carré d'as, donc c'est 25%. Donc, surreprésentation, et dans les 35 qui ont remporté le moins de victoires et qui se sont qualifiés en série, il y en a 72% qui ont été éliminés au premier tour. J'aurais pensé que c'était moins significatif que ça. C'est fou, hein? C'est que oui, tu sais... Le momentum... Je pensais que c'était... Que oui, mais que c'est pas tant. Uh-huh. Hein, est-ce que c'est clair? Oui, mais pas tant. C'est très 2026 comme phrase. Il y a de la syntaxe. Il reste encore une dizaine, 10, 11, 12 matchs à disputer d'ici la fin de la saison. Et si les Blue Jackets continuent comme ça jusqu'à la fin, et les Sabres de Buffalo, ça va être à considérer. Il va falloir les considérer sérieusement. Okay. C'est une belle équipe, les Blue Jackets. Là, l'équilibre sur 4 trios, la profondeur de cette organisation-là est assez phénoménale. Hier, ils ont laissé de côté Ken Johnson, 5e choix au total il y a quelques années. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas depuis son arrivée dans la Ligue nationale, mais c'est un joueur talentueux. Laissé de côté également Dimitri Voronkov. Ils sont dans le trèfle jusqu'aux genoux, là, eux autres aussi. Fait que ça ressemble un peu... c'est une situation qui est un peu analogue à celle qu'on a vue chez le Canadien il y a quelques semaines où il n'y avait aucun blessé puis qu'il fallait faire une rotation. Mais dans un contexte où tu as une équipe qui est gagnante, l'arrivée de Bowness, c'est de dire, OK, je vous demande ceci. Individuellement, il y a des choses que toi, joueur X, tu dois corriger. Je te demande de le corriger. Je te fais un avertissement. Corrige-le. Puis si tu ne corriges pas, tu sors, parce qu'il y en a un autre qui attend son tour. Alors, la compétition à l'interne, au sein de cette équipe-là, est extrêmement forte. Fait que d'un match à l'autre, même s'il gagne, il va y avoir une rotation au nom de est-ce que tu as fait... Écoute, est-ce que tu écoutes? Ça écoute. Dans cette équipe-là, ça écoute. Ah oui. Alors, tu sais,
Puis si en plus, c'est ferme, mais c'est fait avec empathie puis avec le sourire, tu trouves un très bon équilibre. Fait que les joueurs adorent évoluer dans ce système-là. Puis d'une certaine manière, c'est pas trop étranger à ce que Martin Saint-Louis a réussi à établir à Montréal. Les athlètes, c'est comme les enfants. Et non, je ne dis pas que les athlètes sont des enfants, non. mais ils sont heureux quand le cadre est clair. Ils s'épanouissent quand le cadre est clair pour tout le monde. Et je lisais dans le texte de Marc-Antoine, les valeurs ne sont pas négociables chez les Blue Jackets. Dans les organisations qui ont du succès, les valeurs ne sont pas négociables et c'est ça, les règles n'ont pas d'émotion, elles s'appliquent tout simplement. Et ça fait en sorte que ça élève tout le monde. Mm-hmm. Je voulais enchaîner avec Bonus. Il est là par intérim, Bonus. Ben, en fait, il a été embauché pour... Ouais, il est là par intérim dans la mesure où il a été... ils se sont entendus, lui et le directeur général Don Waddell, pour qu'il termine la saison. La porte est ouverte pour qu'il reste plus longtemps, mais lui, il est sorti de la retraite. Ça faisait 2 ans qu'il ne coachait plus. Il avait quitté pour des raisons de santé, des raisons de santé de son épouse également. Et puis, mais il n'a pas perdu la piqûre et sa passion pour le hockey. Alors là, il revient, puis il réalise à quel point ça lui avait manqué également, parce que lui, ça a été à peu près sans arrêt depuis le milieu des années 80. Là. Il a coaché continuellement. Il a coaché les Jets de Winnipeg avant qu'ils partent à Phoenix. Puis il a coaché les Jets de Winnipeg il y a 3 ans. Fait que les deux versions, il les a dirigées. Tu sais, il est là depuis très longtemps. Puis il a coaché à Phoenix aussi, non? Oui, c'est vrai. Le transfuge des Jets. Exactement. Tout ce qui manquerait, c'est qu'il a coaché à Atlanta. Il a coaché les Golden Seals. C'est l'être humain qui a passé le plus de temps derrière un banc de la Ligue nationale dans l'histoire de la Ligue. Ouais. C'est fou. 2700 matchs. Tu sais quoi, entraîneur-chef, entraîneur adjoint, entraîneur associé. Tout combiné. Oui, okay. Il y a un record. Là. Alors, il l'avait déjà avant de revenir avec les Blue Jackets. Fait que pour l'instant, c'est par intérim, mais il nous a dit hier que c'était fort probablement son dernier arrêt en carrière. Mais est-ce que ça va se terminer à la fin de l'année ou ça va se prolonger la saison prochaine? On verra, oui. Mais les joueurs sont très, très réceptifs à son style. Alors, c'est une équipe qui va être à surveiller. Puis pour le Canadien, c'est des rivaux immédiats. Moi, ça fait des semaines que j'en parle à Martin là, de dire que c'est une équipe qui m'inquiète un peu là, pour le Canadien. Beaucoup plus que, par exemple, Détroit ou même Boston. Oui, non, j'allais dire, l'as-tu même pas souligné dans une chronique ou c'était peut-être dans nos communications internes? On est au fait que Columbus sont sur ton radar. Je sais pas, je l'ai peut-être déjà demandé parce que c'est central un peu dans ma conception que j'ai beaucoup hérité de toi, Martin, cette question-là des valeurs puis de leur caractère non négociable. Est-ce qu'à Montréal, est-ce que c'est clair comme ça? On n'est peut-être pas obligé d'en parler maintenant, mais j'en vois ça. J'en vois ça. Parce que je dis on n'est peut-être pas obligé d'en parler maintenant. Je ne sais pas si c'est évident. Oui ou non, ou enfin noir ou blanc. Là, je ne sais pas si c'est clair. Je lance ça comme ça. Si... Est-ce que tu voulais qu'on réponde? Ben, je vais méditer pendant que... Parce que je pense que Martin Saint-Louis est plus clair que ce que tu viens de dire. Et là, ce qui n'est pas de mince. Ben, OK, je vais rephraser autrement. Est-ce qu'on est en mesure d'établir un jugement sur le niveau d'importance qu'on accorde à nos valeurs internes puis leur caractère non négociable? Est-ce qu'on est en mesure si tu disais... on vient de parler de Columbus, on est en mesure de le dire. Est-ce qu'on est en mesure de le dire à Montréal? Oui, absolument. Les joueurs savent à quoi s'en tenir. Il n'y a pas beaucoup de zones grises qui sont... en fait, le hockey est rempli de zones grises. Martin Saint-Louis le disait souvent autrefois. Mais ses instructions, elles, sont claires. Ce qu'il attend de ses joueurs, c'est très clair. Puis, mais est-ce qu'il y a des conséquences? C'est plus dans ce sens-là que je suis pas sûr si on sait vraiment. Un peu moins. Je pense qu'il y a de la... Tu veux dire par rapport à dire, est-ce que si tu ne réponds pas, tu livres pas la marchandise, ça va être la carotte et le bâton? Là? Il y a 2 semaines, là, c'est ça, là, on disait, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Mm-hmm. Puis ça avait beau être
pour faire un peu d'esbrouf, là, mais Ouais. c'est vrai. Je veux dire, parce que oui, je pense que les instructions sont claires, mais bon sang, il n'y avait pas d'application. Et il ne semble pas y avoir eu de conséquences autres. Et entre-temps, le problème s'est un peu résorbé, ou enfin, il y a eu une évolution positive. Ben, je veux pas faire de revenir. Tu sais, Martin parle du fait que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Maintenant, la deuxième depuis que Nick Foligno a quitté les Blackhawks de Chicago. Le Canadien, maintenant, la T'es deuxième pas équipe. sérieux? Ah ben là, ça, c'est positif, ça. Ils ont vieilli. Ils ont vieilli. C'est ça. Le Canadien a vieilli depuis le départ de Foligno. Et ça se voit depuis 2 semaines. Cette équipe-là n'est plus l'équipe la Beaucoup plus plus jeune de la mature. Ligue. Ouais. Ah, ça, c'est drôle. Ouais, Pas mais, tant, mais bon. ben, c'est peut-être moi qui suis ça. T'es bon public, t'es bon Je suis bon public. Mais ça fait partie de cet apprentissage-là de gagner en constance parce que tu dois intégrer le message, et après ça, comment je pourrais dire, le reformuler ou le répéter soir après soir avec de plus en plus de constance. Alors, il y a des moments où ça va t'échapper, mais Martin Saint-Louis, je pense que dans tout ça, se dit, ils comprennent, il y a des bouts, ils n'exécutent pas, mais j'ai confiance qu'ils vont... Ouais. Je vais les aider à retrouver le fil puis à ce qu'ils recommencent à exécuter. Puis finalement, tu sais, quand ils démontrent un peu de patience, ben l'équipe se corrige par elle-même. Des fois, c'est le leadership des joueurs aussi qui rentre en ligne de compte, puis les joueurs eux-mêmes s'auto-corrigent. Ça a été un thème cette semaine, Ouais. de la capacité des joueurs maintenant sur le banc durant les matchs à identifier eux-mêmes des situations, dire là, il faut qu'on se corrige à tel niveau. C'est pas toujours Martin Saint-Louis qui intervient. Alors, je pense que ce qui est attendu est clair. Maintenant, est-ce que le niveau d'exécution est constant? Je pense que là-dessus, il y a encore de l'amélioration à faire. Puis c'est dur à percevoir de l'extérieur, ça. Est-ce que les valeurs sont pas négociables? Tu sais, comme je donne un exemple, à Tampa, par exemple, comment tu veux savoir si c'est négociable ou pas? Quand il arrive des épisodes, une fois par 2 ans et demi, où John Cooper cloue Nikita Kucherov au banc pendant une période, où il l'avait fait avec Stamkos aussi, je pense, il y a quelques années. Ouais. Puis les gars reviennent au vestiaire après le match, puis ils disent on a des standards à respecter, puis je les respectais pas, fait que c'est ça qui doit se passer. Là, tu dis, OK, il y a des valeurs non négociables, mais c'est difficile de voir ça à l'extérieur. Mais moi, je pense que fondamentalement, Martin Saint-Louis dirige un bon groupe. Ils ont ça dans leur ADN, même quand on était au plus profond de la reconstruction. C'est une équipe qui travaillait fort. Quand elle connaissait un mauvais match, il revenait c'est une équipe, je pense, qui est capable, à un moment donné, qui a assez de leadership pour dire quand ça va mal, pour que les gars se parlent. C'est l'année dernière qui avait commencé, je pense, la saison dernière qui avait commencé, qui étaient tous arrivés avec le thème de l'imputabilité. Et là, on va se dire, c'est beau la reconstruction, mais on va se dire, il faut qu'on soit capable d'être imputable puis de se dire les choses. Puis ils l'ont fait, mais ils l'ont raconté eux autres mêmes, ils l'ont fait après les matchs de Californie. Fait que tu vois qu'il y a des standards élevés au niveau des valeurs quand les joueurs d'eux-mêmes sont capables de faire ces corrections-là. Bon, c'est sa semaine. On va quand même pas ne pas en parler. Doubi. Doubi. C'est ça que les gens scandent. C'est ce que j'ai lu sur les lèvres. Je n'entendais pas si bien. Quand j'habitais tout seul en appartement, je me souviens, j'avais une petite carte sur laquelle il y avait des citations. Puis c'était « To do is to be ». Socrate. Ouais, OK. « To be is to do ». Jean-Paul Sartre. « Dooby-dooby-doo ». Frank Sinatra. Très bon. Ben, c'est le fun à Dobby. dire. Là, on a du C'est le Dobby. fun à dire. Yabadabadou. Ça, c'est bon. Ça fait ça. Envoyez-nous vos citations d'onomatopée. On va faire un segment là-dessus. Bon, est-ce qu'il est meilleur? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a gagné toute l'année. Il a gagné cette semaine. Il a gagné toute l'année. D'ailleurs, ses chiffres sont éloquents. Il y a même des gens là, qui semblaient suggérer là, qu'on était devant une saison
recrue pour un gardien, digne d'être reconnu, là. Je ne veux pas aller jusqu'à... J'ai entendu une nomination au Calder, mais je trouve que c'est exagéré, là, mais dans la conversation, mettons. Est-ce qu'il joue mieux? Parce qu'on disait, il gagne, mais des fois, c'est un peu épeurant. Est-ce que c'est moins épeurant? Voilà, c'est ça ma question. A-t-il été moins épeurant cette semaine? Tu sais, des fois, ça ne vient pas naturellement, mais était là la question. Il a été très bon, mais je trouve... Tu sais, il y a quoi? Il y a 944 de moyenne d'efficacité depuis ces 4 derniers départs. Là. C'est très, très bon, mais ça coïncide. C'est drôle parce que c'est la conversation qu'on avait quand Fowler a été rappelé, puis que la direction et les entraîneurs ont tassé Samuel Montembeault. Puis la discussion qu'on avait, c'était si l'équipe collectivement ne se concentre pas sur le jeu défensif, les gardiens ne vont rien changer à ça. Peut-être qu'ils sont capables de faire la pieuvre pendant quelques matchs, mais de façon constante, il faut que tu les aides, tes gardiens, si tu veux qu'ils performent. Et depuis que l'équipe a fait consciemment un examen de conscience et a réduit le nombre de rondelles qu'on donne à l'autre équipe ou de cadeaux qu'on fait à l'autre équipe, il y a la coupe de bêche, sa moyenne a monté. Fait que, écoute, on verra comment ça va. Mais là, je regarde un peu dans les médias, il y a des gens qui commencent à s'emporter. Là. Il faut. Il était en nomination pour le Vézina. Non, mais j'ai eu des références au printemps à Lac. Là. On va laisser. Laissons le printemps arriver. Je vais faire l'avocat du diable. C'est l'histoire de 2 jeunes gardiens. Il y en a un que c'est le joyau de l'organisation, puis l'autre qui arrive un peu, qui sort un peu de nulle part. Ils s'en vont en série. C'est le joyau de l'organisation est numéro 2. Le parallèle existe, ça, c'est sûr. En fait, je trouve que Dobèche ressemble davantage à Halak dans ce scénario-là que de dire que Fowler ressemble à Price. À Price. Même si Carey Price a dit l'autre jour que... comme Carey, dis pas ça. Que Fowler... Tu tombé sa tête. Ah oui, Fowler me rappelle moi-même un jeune âge. Dans un balado dont j'ignore tous les détails. Je pense que c'est le balado de l'épouse de Jeff Petrie, co-animé par l'épouse de Tyler Toffoli. Ah, OK. Ouais. Et donc, c'est une conversation là, sans... j'ai attrapé juste un petit bout, là, mais c'est pas de stress. Puis Carey lâche ça. On lui demande à quel gardien t'a fait le plus penser à toi, jeune. Tu dis, je sais pas. Avec désinvolture. Dis pas Jacob Fowler, come on. Mais, bref, fin de la parenthèse. C'est ça, on verra. Là. C'est ça. Cela dit, Carey Price était à Montréal depuis un petit bout de temps quand le printemps là qui est arrivé. Là. Mais il va bien de bêche. Je me souviens que c'est toi ou Gascon qui sourcillait un peu quand je disais ça. Just win, baby. Là, les gens s'attardaient beaucoup à son style un peu échevelé puis tout ça. Puis c'est vrai que c'est un peu mieux. Ouais. C'est mieux. Là. C'est plus compact, c'est plus sobre. Exact. Mais tu sais, just win. Faisons jouer celui qui gagne des matchs. Attardons-nous pas trop à la manière. Ça me fait penser aux comparaisons avec le baseball, puisque c'est le début de tu sais, il y avait des entraîneurs de lanceurs au baseball qui avaient la fâcheuse habitude auparavant de prendre comme portrait le lanceur numéro 1 de l'équipe, puis d'essayer de placer tous les autres lanceurs dans le même moule ou de les faire lancer de la même façon ou avec la même biomécanique, alors que tout le monde n'est pas fait. Tout le monde n'est pas fait pareil. Fait qu'il faut que tu laisses un peu les styles s'exprimer. Puis Dobèche, il a son style. C'est son style à lui. Il est combatif devant le filet. C'est une très, très grande qualité. Il est gros, il est volumineux. Puis des fois, c'est un peu épeurant, mais il gagne des matchs. Puis là, c'est encore mieux. Fait que allons avec ça, mais gardons en tête que son équipe l'aide peut-être un petit peu plus. Puis c'est comme ça qu'il faut que ça soit au hockey. C'est une position où tu es seul, la position de gardien, mais il faut que ça soit travaillé collectivement. Je trouve qu'il y a encore de la difficulté avec ses retours de lancer, mais là où il se distingue tout particulièrement, je trouve, c'est sur son suivi de rondelles, puis c'est le fait que ses déplacements battent les passes. Alors, il arrive
au moment où le tir est décoché, il est là. Alors, ça fait en sorte qu'il est... Tu sais, il est très, très rarement en retard. Il y a des moments où, des fois, il va être pris hors position, puis il est un peu chanceux parce que l'adversaire rate le filet, mais de manière générale, je trouve qu'il est... ses déplacements font en sorte qu'il est à la bonne place au bon moment pour pouvoir faire l'arrêt. Puis, j'ai eu une pensée pour Samuel Montembeault durant le match contre les Hurricanes de la Caroline, parce que les Hurricanes poivraient le filet de Bêche de tous les angles, y compris des tirs de loin. Puis, Montembeault a beaucoup de difficultés avec les tirs. C'est ce qui l'a un peu coulé. Là, c'est ce qui l'a coulé. Puis, je me suis dit, si Samuel avait été devant le filet contre les Hurricanes, l'issue du match aurait été différente. Ouais. Tandis que Dobèche, c'est vraiment illustré parce que oui, il y a eu des tirs qui ont été extrêmement difficiles, il y a eu des beaux arrêts, mais c'est surtout de dire, OK, j'en reçois, peu importe d'où ils viennent, est-ce que c'est voilé, est-ce que c'est pas voilé, le type de lancer, la provenance, etc. Son suivi de rondelles était si bon qu'il était toujours au rendez-vous, tandis qu'à l'usure, c'est des fois ce qui a miné Samuel Montembeault. Alors, je trouve qu'à ce niveau-là, il prend du momentum et il a l'air davantage prêt à pouvoir surmonter le défi d'une plus grosse charge de travail qu'il l'était plus tôt en saison. Parce que quand les premiers signes inquiétants chez Samuel Montembeault se sont manifestés vers la mi-novembre, ben là, à partir de la fin novembre, on a donné davantage de filet à Dobèche, puis il n'était pas prêt pour ça. Il y avait des bons matchs, mais quand il fallait qu'il y ait un repos. Parce que l'essoufflement, ouais. Exact. Ouais. Tandis que là, pour l'instant, il y a une opportunité quand même de prendre la pole puis d'être le nouveau gardien numéro 1. Puis c'est sûr que Fowler lui souffle dans le coup, mais sauf que le Canadien ne donnera pas tout cuit dans le bec à Fowler. Et lui, Martin parle qui est compétitif, il ne cédera pas son rang. Lui, il est en train de défendre son territoire de façon très, très compétitive. Puis ça aide non seulement sa carrière, mais ça rejaillit sur toute l'équipe. Ouais. Puis, ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont l'air d'avoir une belle camaraderie aussi. Je les regardais discuter à la fin du match hier, puis ça avait l'air... évidemment, ça vaut rien, là, mais ça avait l'air sincère. Et tu aides pas un jeune gardien en lui donnant le poste tout cuit dans le bec. Là. Carey Price est devenu Carey Price après avoir vécu le printemps à Lac. Ouais. Avant ça, c'était comme... la direction jetait des pétales de rose sur son passage. C'est toi l'élu. Puis c'était effectivement un jeune gardien extrêmement talentueux, mais quand il a vécu cette adversité-là, puis qu'il a vu que quelqu'un d'autre pouvait le défier pour l'obtention du poste, puis il a vu ce que ça pouvait faire à Montréal. Un gardien qui était... Carey Price est devenu Carey Price après le printemps à Lac. Et heureusement, l'histoire est sur le point de se répéter. C'était écrit. C'est écrit dans le printemps d'Obèche, là, c'est que c'est. Encore faut-il que ce soit. Qu'il aide son équipe à. Un, est-ce que c'est lui qui va garder les buts? Et deux, est-ce que c'est lui qui va permettre à son équipe de gagner? Parce qu'Alak a eu des performances. Il y a une raison pour laquelle ça a un nom, puis c'est quelque chose. Exact. C'était pas juste... Ça a occulté... Ça aurait pu être le printemps Camilleri aussi à l'époque. Là. On l'a un peu oublié, mais bon. C'était les deux, c'est ça. C'était les deux qui ont tiré le bateau. Est-ce qu'on se fait un segment... comment dire... Relations médias... Relations médias 2026. Oui, j'aime ça. Oui, OK, let's go. On le fait. Et là, je dis ça parce que je me rappelle pas dans quel contexte, mais je me rappelle il y a plusieurs années, il me semble que c'est Naomi Osaka qui avait dit là, moi, je paraphrase mal, là, mais qui prenait une pause. Qui prenait une pause des médias. Puis peut-être parce que je suis sans cœur, puis que c'est ça que je trouvais que ça faisait partie de la job, un peu. Puis je dis pas ça, moi, je couvre pas le tennis, là, puis à vrai dire, je suis jamais là dans les points de presse, là, fait que je dis pas ça pour moi, là. Peut-être plus en tant que spectateur ou enfin que témoin, mais ça m'apparaissait comme faisant partie... C'est beaucoup d'argent, ça va un peu tout ensemble. Tu peux pas comme gagner des millions en travaillant dans le sport spectacle, parce que c'est ça que c'est. Ça vient avec, je trouvais. Puis là, c'est professionnel. C'était une des premières, puis je pense que ma réflexion a évolué depuis.
Ce qui nous mène à cette semaine où est-ce que, on a décidé de soustraire Jakub Dobeš aux méchants. Non. On a décidé, je recommence, on a décidé de soustraire Jakub Dobeš aux journalistes. Moi, je vais t'arrêter tout de suite parce que je pense que ta prémisse n'est pas bonne. OK. Ça se peut qu'elle soit pas bonne parce que c'est pas exactement la même affaire, mais vas-y. Non, c'est ça. Je pense pas qu'on l'a retiré de là parce que pour des enjeux de santé mentale ou parce que c'est... C'est pas ça qu'ils ont dit? Non. Ah non? Non. Ah, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est ça qu'il disait. C'est ça. Ah, ben là, je suis victime... OK. T'es victime de désinformation. OK. En fait, mais ils l'ont... Pourtant, j'ai lu ça dans un... J'ai pas lu ça là, dans un post Facebook. Là. Pour l'instant, il n'y a pas... Pour l'instant, ils exposent pas Dobeš aux médias pour un... Pourquoi? Écoute, sans parler de santé mentale, c'est sûr qu'il y a chez lui, il y a une certaine nervosité qui s'est installée parce qu'il s'est mis les pieds dans la bouche à plusieurs reprises cette année. Il s'est mis dans le trouble. Il y a eu des occasions aussi. Ouais. Un exemple, mettons, je sais pas, c'est pas frais dans ma tête. Là. Par exemple, quand il a dit qu'il n'y avait jamais eu de communication avec l'équipe nationale tchèque, puis qu'ils n'ont même pas son courriel, puis alors que, dans le fond, c'est que lui, il trouvait qu'il était complètement négligé, puis qu'il n'était pas dans la course pour une place, il n'était pas considéré pour les Olympiques. Ça a créé un tollé en République tchèque. OK. Alors, parce que dans le fond, c'était comme est-ce qu'il est le mal-aimé, etc. Puis, tu sais, ça arrive, il y a énormément de candeur. Jakub, puis tu sais, des fois, il va dire des affaires, puis tu sais jamais exactement où ça s'en va. C'est un peu une boîte à surprise, mais son expérience au fil de la saison, c'est d'être un livre ouvert, de dire des choses de façon extrêmement transparente, puis de le regretter le lendemain en constatant... En se faisant taper ses doigts. Il s'est fait taper ses doigts par ses coéquipiers, par la direction. Ah oui? Fait que, tu sais, là, il est comme, OK, là, s'il vous plaît, donnez-moi un break. OK. Alors, combien de temps ce break-là va durer? Ça se peut que, tu sais, je pense pas que le Canadien veut le cacher indéfiniment. Il est, en ce moment, le gardien numéro 1 du Canadien. Puis, la décision avait été prise de lui donner, en guillemets, une pause ou un congé, peu importe, mais de le soustraire aux médias. La décision avait été prise avant même qu'il ait le match qu'il a connu contre les Hurricanes, qui est une de ses meilleures performances depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Là, c'était problématique de dire « Ah non, il ne parlera pas », alors que c'était la vedette du match. Ouais. Alors, moi, j'ai même entendu qu'il avait comme demandé de ne pas être la première étoile pour éviter d'avoir à parler à la foule, mais tu sais, c'est quelque chose... Ce qu'il a fait. Oui, finalement, il l'a fait. OK, mais il y a quelque chose de paradoxal là, de dire... devant 23 000 personnes et des millions de téléspectateurs, c'est juste correct, ou je sais pas. C'est ça. Et la goutte qui a noyé le chameau. Mais tu te renouvelles, Martin, j'aime ça. La paille La paille qui a mis le feu aux poudres. Okay. La dernière paille. La dernière paille qui a mis le feu aux poudres. Ça a été, semble-t-il, une entrevue qu'il a donnée lundi dans laquelle il a parlé du match que le Canadien avait disputé contre les Islanders samedi. Ouais. Lui, il était réserviste ce soir. Ouais. Il était sur le banc, puis il a raconté qu'il avait entendu des propos qui n'avaient aucun bon sens. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de chirp avec... Il a dit que ce qu'il avait entendu l'avait tellement choqué qu'il avait prévenu les arbitres de ça, qu'il avait dit « Faites attention à ça ». Et il n'a pas dit de quel... Non, en fait, il a dit, je dirais pas le joueur venait de quelle équipe. Tu sais, là, normalement... Là, tu places peut-être tes coéquipiers sous les feux des canons. Puis, mais je vois la nuance. Là. Pourtant, j'ai tout vu ça, mais je n'avais pas vu cette nuance. Mais tu sais, ce genre de filtre-là, que les joueurs de hockey, là, ils ont deux petites voix. Ils ont une petite voix sur chaque épaule. Là. Ils sont tellement habitués à donner... Ils sont formés pour ça, donner des réponses standardisées, s'en tenir à répondre à la question le plus simplement possible pour créer le moins de controverses possible. Mais lui, il parle 2 jours plus tard d'un match dans lequel il ne jouait pas, d'une situation que personne n'avait vue. Oui, il n'y a rien. Là, en impliquant potentiellement ses coéquipiers, parce qu'il ne dit pas, je ne veux pas dire qu'il ne dit pas c'était qui le joueur, c'était quelle équipe, en parlant de propos très graves qui dépassaient les limites. Fait que là,
Il parle-tu de propos homophobes? Il parle-tu de... Tu sais, ça laisse Racisme, place à toutes sortes de Ouais. spéculations. Et ça, c'est ça. C'est la paille qui a mis le feu Qui a fait déborder le vase. Qui a fait déborder le vase. Alors, donc, et Marc-Antoine parlait d'autres incidents qui sont arrivés. Moi, ça m'est arrivé dans des points de presse. Moi, je suis un peu comme une abeille après les matchs. Je me promène, j'écris pas sur le match en tant que tel. Fait que je me promène de point de presse en point de presse. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois cette saison d'être dans des points de presse que donnait Debèche. Puis je me dis, comment ça se fait qu'il répond, qu'il répond à ça? Ouais. Fait que c'est ça. Et je pense pas que c'est quelqu'un de pas intelligent. Tu sais, la discussion qu'on a là, je pense, c'est un jeune homme, je pense, intelligent, articulé, bien intentionné, tout ça. Mais il y a des gens, des fois, peut-être, qui ont je dis ça, là, j'ai aucun diagnostic ou quoi que ce soit, mais je pense que la direction du Canadien doit faire attention à ça, parce que des fois, il y a des gens qui ont des troubles de communication ou d'habileté sociale, d'être capable de percevoir. Quand c'est le temps nos amis anglophones disent « read the room », ou être capable de... Fait que le petit filtre, des fois, qui dit de comprendre le sous-entendu dans une question, puis de dire « non, je veux pas aller là parce que c'est inutile d'aller là », il l'a peut-être pas. Puis je comprends qu'un gars qui est à ses débuts chez le Canadien, qui se fait taper ses doigts peut-être pour la 6e fois de la saison, donc « qu'est-ce que tu as dit là? » À un moment donné, il dit qu'est-ce que je fais? J'aime peut-être mieux puis y aller, puis qu'on prenne une décision, dire OK, là, c'est la période la plus importante de la saison, on va l'écarter de ça. Mais c'est ça qui se passe. Mais c'est du jamais vu. Ouais. C'est du jamais vu, là. Mais c'est peut-être du jamais vu parce que les organisations sont peut-être plus sensibles à ce genre de choses-là, maintenant, à ce genre d'enjeu-là. Mais c'est clairement pas un enjeu de santé mentale ou quoi que ce soit, mais il y a de la misère à composer avec sa maladresse. Oui. Ou enfin, à se censurer, à tracer la ligne, pour éviter de se mettre le pied dans la bouche. Fait que, c'est une recrue. Il va apprendre, puis probablement qu'ils vont le coacher durant l'été, puis tout ça, mais à un moment donné, il faut que le métier rentre. Là. Martin, il pourrait le coacher. Il y a des exemples, il y a des vidéos. Oui, mais ça me fait penser au film, je sais pas, parce que j'étais un gars de baseball, le film Bull Durham. Quand le vétéran Crash Davis, qui était interprété par Kevin Costner, dit au lanceur recru, qui s'appelle Nuke LaLoosh dans le film, il dit, là... Il joue par Tim Robbins. Quand tu parles de Tim Robbins, là, tu vas t'en tenir à des phrases comme « Je suis juste heureux d'être ici. Ça. Je vais donner mon 110%, puis je prends ça un match à la fois, puis tu sors pas, c'est tout. C'est les 3 seules réponses. C'est ça, mais... Écoute, il y a une scène plus tard où il commence sa litanie de clichés, puis à un moment donné, tu sens qu'il va en déroger, puis finalement, il passe sur une tangente où il fait un fou de lui. Mais dans le film, Nuke LaLoosh est un idiot, alors que je pense pas... Non, pas du tout. Je pense... Est-ce que ça peut juste être un jeune homme qui a des opinions, qui a une sensibilité, puis qui s'exprime? Moi, je trouve que ça ressemble. Là. Puis on n'est tellement pas habitué, ou enfin, c'est tellement contre-intuitif que ça crée cette situation-là. Là. Il y a deux possibilités. Il y a seulement 2 issues possibles à ce dossier-là. Tout d'abord, soit qu'il va apprendre, il va devenir de plus en plus beige, et puis justement, ses réponses vont se standardiser comme c'est le cas. Ils vont bien jouer. Ou bien... On va y en faire une liste. Ou bien, à mesure qu'il va se familiariser avec l'environnement de Montréal, qu'il va à l'habitude, il va avoir de plus en plus de points de presse et qu'il va établir sa place dans la Ligue nationale. Il va avoir de plus en plus confiance en lui et il va pouvoir dire avec encore plus d'aise ce qu'il pense, puis jouer avec cette ligne-là avec un peu plus d'expertise qu'il le fait en tant que joueur recru. Tu penses que... Puis, je pense entre autres à Connor McDavid, qui au début était très... très posé, très cliché. Puis plus les années passent, plus, tu sais, il est très...
il n'a plus peur du tout de dire son opinion, puis il est très tranché. Je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs comme tels. Mais en termes. Dobech est le prochain McDavid. Ce qui ne fait pas de sens parce qu'il ne joue même pas la non, mais c'est le titre de l'épisode. Mais tu sais, quand McDavid, on en parlait au dernier balado, à l'avant-dernier balado, quand McDavid prend le temps de dire le Lightning de Tampa Bay est très, très bien dirigé, puis c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps. Puis nous autres aussi, on joue ensemble depuis longtemps, mais c'est pas pareil. Allez voir notre entraîneur. mais tu sais, quand il prend le temps, il y a c'est pas un... C'est ça. C'est préparé, ou enfin, il répond pas ça là, sur le coup. Sur le coup, alors que, tu sais, c'est un des exemples que j'ai noté dans un des points de presse de Dobech cette saison, quand l'entraîneur des gardiens a été congédié et a été remplacé par Marco Marciano. Il s'est fait poser la question, puis il y a comme... C'est comme s'il n'y avait aucune empathie dans sa réponse pour son entraîneur qui venait d'être congédié. Puis il a tout de suite commencé à encenser Marco, puis écoute, ça a été le meilleur entraîneur des gardiens que j'ai eu, puis c'est ça. Là, je me disais, la façon dont la vie sociale est organisée dans le sport professionnel, quand quelqu'un se fait congédier habituellement, tu vas dire... Même quand tu es content, un coach, écoute, mettons... d'habitude, les joueurs disent, bon, ben, on se sent responsable de ça. Quelqu'un qui a perdu son travail, puis ça, nous autres, il faut regarder en avant, puis c'est ça. Mais... Il a sauté ce bout-là. Fait qu'il y a comme une petite notion de peut-être de raffinement, d'habileté sociale qui est pas là, puis des fois, ça sort drôle. Okay. Et avec tout ça, j'ai oublié Zachary. Parce que là, on va conclure, là, mais dans le fond, c'est un acte manqué parce que ça illustre... moi, je l'ai déjà dit, là, je voulais pas... Je l'avais dit pour Slavkovski, puis je voulais pas faire l'association directe, mais moi, Zachary, je suis pas inquiet. C'est ça. J'ai jamais été inquiet. Non, mais je suis rien qui... Là, je l'ai oublié. Je m'excuse parce que je suis en paix, je suis serein. Je suis serein par rapport à Bolduc qui... ça a dû faire du bien, là. C'est sûr. Hein, c'est sûr. 3 mois, c'est costaud. C'est costaud. Pour un gars qui est un marqueur à la base. Oui, c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a une belle complicité qui s'est développée avec Jake Evans. Puis on dirait que ce trio-là trouve de l'efficacité, que ce soit Kirby Dach, Alexandre Texier. Hier, c'était Josh Anderson. Il y a un certain niveau de prévisibilité dans le jeu de ce trio-là qui est intéressant. Je trouve que c'était un peu... Il jouait du meilleur hockey depuis quelques semaines. Ah, wow, depuis un bout, là. C'était frappant. Puis honnêtement, là, c'est juste un match, mais j'ai beaucoup aimé la présence d'Anderson à ses côtés parce que Anderson donne le ton physiquement. Bolduc est capable de le faire, mais ça lui vient moins intuitivement. C'est quelque chose qu'il a ajouté à son jeu et non pas quelque chose qui est fondamentalement partie de son ADN. Mais là, c'est un compagnon de trio qui, lui, tu sais, t'emmène. Ben exactement. Présence après présence. Je trouve que ça l'aide à s'impliquer dans son match, puis ça ajoute une dimension. Fait que c'est très, très intéressant, je trouve, comme combinaison. Mais, tu sais, Bolduc, c'est pas encore un produit fini. C'est un gars qui va être... qui va continuer de se façonner puis à bien comprendre son identité au fil des 2-3 prochaines années. Mais Martin Saint-Louis a dit après le match que son jeu sans la rondelle s'était amélioré vraiment au fil de la saison, puis particulièrement dans le dernier mois. Puis comme il aime le rappeler, tu joues bien sans la rondelle, puis à un moment donné, la rondelle va te trouver, puis tu vas avoir plus de chances de marquer. Mais ça a été une belle performance hier. Puis pour un gars qui n'avait pas marqué depuis plus de 30 matchs, qui s'est retrouvé dans le centre de l'enclave, qui a eu une occasion de tirer, puis qui a dit non, le meilleur jeu, c'est de passer à mon coéquipier parce que lui, il est à découvert. Je trouve que c'était mature comme décision. Là. Bon, et puis ça illustrait ce qu'il a dit aussi, à savoir que il était pas. On imagine qu'il était un peu pas tiraillé, mais évidemment, ça fait pas ton affaire de ne pas marquer pendant 3 mois. Là, mais quand il disait j'ai pas perdu confiance, puis ce jeu-là illustrait ça. Là.
Écoute, si tu sens, si ton entourage te fait sentir que ta vie dépend des points que tu vas aller chercher, peut-être que tu vas faire de l'anxiété. Tout dépend comment c'est géré à l'interne, puis comment c'est présenté, puis les séances vidéo que tu fais avec les entraîneurs adjoints, le genre de rétroaction qu'on te donne. Mais moi, effectivement, moi, j'aime beaucoup Zachary Bolduc comme joueur de hockey, et je pense que le Canadien semble bien positionné pour participer aux séries. Je pense que quand ça va commencer, ce genre de hockey-là va commencer, les gens vont encore plus découvrir ce qu'il peut apporter à cette équipe-là. Puis, moi aussi, j'ai remarqué hier que ça faisait un bon trio avec Anderson. C'était un bon complément. Ça aussi. En série, si ça reste comme ça pourrait être un trio important dans ce contexte-là. Jake Evans a été très, très bon l'année passée. Il y avait des... J'ai aimé l'explication de Martin Saint-Louis après le match hier. Quand il parlait de ce que Zachary Bolduc et Anderson apportent à Jake Evans, parce que c'est des joueurs qui sont capables d'aider à prolonger une présence en zone adverse, et que Evans n'est pas nécessairement un joueur qui va se présenter en transition, en contre-attaque rapide à 2 contre 1, ou parce que son jeu est plus prudent que ça dans la zone défensive, etc. Ça rappelle un peu ce qui est arrivé à Evans l'année passée quand il jouait avec Emil Heinemann et Armia. C'est un trio des gars qui gardaient la rondelle. S'installaient en zone, puis qui créaient, puis qui allait à l'usure, puis qui allait chercher des points. Fait que si Bolduc peut devenir le nouveau Heinemann de Evans, ça peut... Oui, ça a du potentiel. Ça va faire un bon troisième trio. Ça a du gros potentiel. Bolduc et Evans, à 5 contre 5 depuis le début de la saison, ont joué 235 minutes ensemble. Puis ils ont une majorité de mise en jeu en zone défensive. C'est le propre de Jake. Et malgré tout, quand ils sont ensemble sur la patinoire, Bolduc et Evans, en termes de buts attendus, ils ont 57% des buts attendus. Fait qu'ils sont vraiment... Ils ont la tête hors de l'eau et plus. En termes de buts, 8 buts pour, 5 buts contre. Donc, c'est 61,5%. C'est positif. Ils ont les épaules hors de l'eau. Alors, la tête, les épaules, une partie du poitrail. Fait que, tu sais, c'est un trio qui est beaucoup moins embourbé, par exemple, que peut l'être celui de Kapanen. Yeah. C'est les ennuis défensifs, les ennuis sans la rondelle de ce trio-là se vérifient. Ouais, soir après soir. Oui, alors, mais je trouve qu'il y a une belle fiabilité de ce côté-là. Puis, on parle des séries éliminatoires. Ça pourrait être Anderson. J'avais aimé Dak avec eux. Texier, on sait que ça va fonctionner. C'est 3 belles options. Alors, c'est intéressant. Je voulais conclure sur une note positive. Alors, je saisis l'occasion. Est-ce qu'il y a eu du négatif dans ce balado-là? Non, mais c'était comme le chouette de dire. Non, on vient de dire... Kapanen, ils ont de la misère. Je voulais juste qu'on rajoute autre chose. Oui, mais Ivan Demidov? Ah oui, on ne l'a pas dit. Ben, oui, il est bon. Ben oui. Il est bon. T'as raison. C'était beau. C'était beau son but l'autre fois. Moi, c'est son dribble de rondelle dans les patins. Coin, à un moment donné, il a gardé la rondelle en zone. Je pense qu'il a promené la rondelle sur ses patins, 4 coups, tac, 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 juste pour se dégager de son couvreur. C'est Chatfield, hein? Je pense que oui. Ouais, mais il y a eu... en deuxième moitié de match, là, c'était un peu... Quand il est rentré chez eux, il a dit à Salon, il dit « He's good. » Demidov. He's good. Like Alexandre Coupal says, he's good. He's not son last year, but yeah, this year. Demidov. OK, Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Notre prestidigitateur. Tu es, oui. Fais-nous apparaître, là... Fais-nous apparaître ton air bête, voir qu'on puisse juger. Ah, c'est pas pire. Non. C'est pas pire. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Messieurs, bon week-end. Jacques-Alexis Bernardin, qui est capable de faire un air bête, d'ailleurs. On va le... C'est juste de ça, votre nom. C'est une blague, c'est une blague, Jack. Alors, merci, puis t'es bête. Merci beaucoup, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end.
sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.